Donc, si f est intégrable au sens de Riemann, f est borné. Donc en exemple, on prend la fonction kx associe 1 sur racine de x. Si x est strictement positif, par exemple sur 0,1, donc peu importe. Si x appartient à 0,1. Et 0 si x égale 0. Donc cette fonction-là, en fait, si vous voulez la représenter, c'est une fonction qui ressemble un peu à une hyperbole, et qui prend la valeur 0 ici. Alors en fait, on verra par la suite que, en réalité, il y a une aire sous la courbe qui est finie pour cette fonction-là. D'accord? Mais elle n'est pas intégrable au sens de Riemann. Parce que si alors elle est continue par. Alors, parce que d'abord elle n'est pas continue par morceau, on a un problème de limite ici, donc ça va pas trop à ce niveau-là, mais même sans compter, sans parler de le fait que ça tend vers l'infini ici, là, en fait votre fonction f n'est pas bornée. D'accord? Or, si une fonction est intégrable au sens de Riemann, nécessairement elle serait bornée. Donc par absurde, si vous voulez, f n'est pas intégrable. Pourtant, si vous réfléchissez, 1 sur racine de x admet une primitive qui est racine de x. Enfin, 2 racines de x, plus exactement. Et 2 racines de x admet une limite qui vaut 0, enfin, en 0 qui vaut 0. Donc, il n'y a pas de souci, il ne devrait pas y avoir de souci. Il y en a quand même. Alors, ensuite, voilà, donc ça, un morceau d'aujourd'hui, c'est la méthode des rectangles. Donc, si on prend une fonction f qui est intégrable au sens de Riemann, donc, on rappelle que donc Rn de f, c'est b-a sur n f de xi, Sn de f, c'est b-a sur n f de xi, mais avec un décalage de 1 à n ici de 0 à n-1, il y a n termes dans tous les cas, on verra à gauche ou à droite. Ceci, c'est l'écart de la base entre les deux rectangles, il faut les hauteurs, donc en fait, c'est la méthode des rectangles. Voilà. Donc, en fait, ces rectangles vont converger vers l'intégrale de AB de f de tt, où cette intégrale, en fait, est définie par étant pour tout epsilon, x delta, etc. Vous vous rappelez? Tel que truchmuche, somme de Riemann d'une fonction moins ce nombre-là est plus petit qu'epsilon. Et donc, non seulement il faut le savoir ça, mais en plus il faut aussi savoir la chose suivante, c'est que si f est une fonction n de classe, c'est 1, ce qui arrive. En fait, dans la pratique, ce résultat, on vous donne avec une fonction, on vous dit, en fait, dans la pratique, essentiellement, ce résultat-là, vous allez l'utiliser en disant, on vous donne une somme, où tout est caché là, avec un sinus machin, puis on vous dit calculez sa limite. Okay, ça veut dire, ah mais en fait je reconnais cette somme, c'est une somme de rectangles avec f bien choisi, a et b bien choisi. D'accord? Et donc vous allez dire, ah je la reconnais, donc ça va converger vers, vous faites le calcul là, et vous en déduisez la limite. Et puis, en règle générale, quand on a une suite un qui converge vers quelque chose, une fois qu'on a trouvé le quelque chose, ce qui nous intéresse, c'est de savoir la vitesse de convergence, c'est-à-dire un équivalent de un moins le quelque chose. Okay? Et ben, si la fonction est de classe C1 sur AB, la vitesse de convergence est en 1 sur n. Dans le DL que je vous ai donné, je crois que le premier exercice, il y a un truc comme ça. Sauf que comme la dérivée s'annule, je fais exprès, il faut aller chercher l'ordre d'après. C'est un petit travail un petit peu... D'accord? Sinon ce serait trop simple. Alors, démonstration. Alors, on va essayer d'être efficace. Hop. Le plus simple quand on fait ce genre de choses, c'est de comparer avec la primitive. Directement. Alors, je ne sais pas si je le fais dès le début. J'attends un petit peu. Voilà, c'est ce niveau-là. Alors, donc on va d'abord démontrer que ça tend vers la méthode. Donc, par définition, hein, donc, f est intégrable, r intégrable, sur AB. Donc ça veut dire, il suffit d'écrire la définition, quel que soit epsilon positif, il existe delta étoile, strictement positif, tel que, quel que soit sigma appartenant à l'ensemble des subdivisions delta étoile fine, la différence entre la somme de Riemann pour cette subdivision pointée sigma p et bidule, là, on va appeler i, et plus petit qu'epsilon, on va appeler i, note i, l'intégrale de AB de f de t de t. En fait, parce qu'il existe, hein, cette limite elle existe. Ok? Mais en fait, c'est tout bête, on va démontrer que, pour démontrer que ce truc-là tend vers ça,
bah, je vais prendre un epsilon, je vais chercher un grand N tel que, en fait, on rentre dedans. Donc c'est facile. Donc soit epsilon fixé, positif. Donc on va appeler sigma P N, je sais pas quoi, par exemple, la subdivision. Premier élément du couple xk, moins 1 xk, pointage xk, pour k appartenant à n indice n, voilà, ou en fait, xk, alors en fait ça dépend de n, je devrais mettre un petit n là en haut. Xk de n c'est a plus b moins a, voilà, k sur n. D'accord, donc je fais, en fait, je regarde une subdivision à part constant. B moins A sur N. Ok. Donc, si j'essaye de regarder si je fais le calcul, donc xk puissance n moins xk moins 1 puissance n, pas puissance, c'est pas des puissances, je sais pas trop comment, je vais mettre, vous voulez que je mette à gauche plutôt? Qu'est-ce que vous préférez? On fiche. Allez, on les a mis à gauche. Alors, si je fais le calcul xk-1, xk indice n, moins xn indice k-1, donc ce calcul, c'est exactement b-a sur n. Ok? D'accord? Donc ma question, c'est est-ce que c'est delta étoile fine, donc soit epsilon positif, soit delta 0 associé par étoile, là, par ça. Ok, donc j'aimerais que ce soit plus petit que delta 0. D'accord, donc la limite de b-a sur n quand n tend vers plus infini égale 0. Donc il existe un rang grand N tel que, quel que soit n supérieur ou égal à grand N, b-a sur n, on va ensuite plus petit que delta sur 2, d'après la correction que nous a rappelé Jade. Ok, donc pour tout n supérieur, donc il existe grand N, tel que, quel que soit n supérieur ou égal à grand N, sigma p n est delta étoile fine. Ok? Donc, la somme de Riemann avec sigma pn moins i est inférieure à epsilon. Ok? Or, cette somme de Riemann sigma pn, c'est exactement Rn de f. Donc, on a bilan maintenant. Pour tout epsilon, il existe grand N, tel que quel que soit n supérieur à grand N, Rn de f moins i est plus petit qu'epsilon. Donc ça, c'est la définition de la limite de Rn de f tend vers i, quand n tend vers plus infini. Ok? Donc ça, c'est pour Rn, et pour Sn, c'est la même chose, mais sauf qu'au lieu de pointer en xnk, là, ah mince, c'était Sn ça. Pour Rn, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de pointer en xnk, vous pointez en xnk-1. Ok? Alors ça nous donne la convergence. Mais a priori, pas encore la vitesse de convergence. Alors maintenant, on va montrer l'ordre de grandeur de la vitesse de convergence. Parce qu'avec classe C1, on exploite ici un résultat qui généralise le théorème des équations finies. C'est le théorème de Taylor-Lagrange, dont on reparlera un peu plus tard, à la fin du chapitre. Enfin, non, pas à la fin, mais vers la fin du chapitre. Alors, vous avez une remarque dans la marge sur Taylor-Lagrange. Alors, remarque. Donc, je dis que ça... en fait, Taylor-Lagrange, on l'avait utilisé, on l'avait démontré dans un... Enfin, on l'avait pas démontré. Si, on l'avait démontré dans un petit exercice de cours. Comme si de rien n'était, alors que c'est un truc pas fastoche d'abord, et en plus assez intéressant. Donc, rôle, c'est la chose suivante, ou l'égalité des opérations finies, c'est la chose suivante. Si f
dérivable. Vous savez, il existe C sur AB. Enfin, c'est dérivable sur AB ouvert et continue sur AB fermé. Le truc. Il existe C appartenant à AB, vous vous rappelez, tel que f de B moins f de A est égal à f' de C, facteur de B moins A. Ok. Alors ce résultat-là, en fait, c'est la même chose que de dire f de B égale f de A plus f' de C, facteur de B moins A. Ok. Et en fait, ce qu'on voit apparaître, c'est comme un développement de Taylor, là. On en reparlera, mais on a déjà rencontré plein de fois le développement de Taylor. Où au lieu d'avoir un petit O de bidule, le dernier, au lieu de mettre un A là, on met un C. Donc on a un peu la même chose. Donc Taylor-Lagrange, c'est la chose suivante. Donc si f est suffisamment régulière, si f est de classe C2 par exemple, donc c'est trop comme hypothèse de classe C2 sur AB. Hein, parce qu'en fait on pourra avoir juste de classe C1 sur AB et dérivable une dernière fois sur AB. Ben voilà. Donc, on va voir, il existe C appartenant à B, tel que f de B va être égal à f de A, plus f' de A, facteur de B moins A, plus, donc ça commence comme un Taylor, mais le dernier, c'est un f seconde de C sur 2, facteur de B moins A, au carré. D'accord? Donc ça, c'est, je vous ai mis dans la marge, une démonstration de ce résultat-là. Ok, donc le plus simple, c'est de faire, dire je connais pas, de mettre un point M ici en disant de sorte que les choses s'annulent, que vous mettez A comme variable, voilà c'est ça, vous mettez A comme variable, vous mettez un point M ici et vous faites de sorte que cette fonction s'annule en A, elle va s'annuler en B aussi, donc d'après Rolle, la dérivée va s'annuler en un point, et en fait le fait que la dérivée s'annule en un point va vous dire que en fait, le M que vous avez mis là, il est un f seconde de quelqu'un. Ok? Bon, c'est écrit dans la marge. Je ne le refais pas, on l'a déjà fait. Ce qui est important ici, c'est d'avoir en tête le résultat. Alors, démonstration. Donc maintenant, on veut démontrer que la somme de Riemann, enfin l'une des deux, là, Sn de f par exemple, converge vers I en 1 sur n. Donc, en fait, alors démonstration de la vitesse de convergence. Donc en fait, pour étudier la vitesse de convergence, ce qu'il faut, c'est trouver un équivalent de ce truc-là. Ok? Donc on va noter grand F, une primitive de petit f. Donc si f est de classe C1, f admet une primitive. Alors cette variable, on ne l'a pas encore démontré, mais elle existe. Car f de classe C1. Ok. Et donc, quand je regarde mon calcul, c'est-à-dire Sn de f moins I, c'est en fait B moins A sur N pour la somme pour K variant de 1 à N de f de xk là. F de A plus B moins A sur N fois K. Ça, c'est notre somme Sn de f. Et I, en fait, c'est l'intégrale de A à B de f, c'est-à-dire, c'est, en fait, on peut dire, c'est f de B moins f de A, que je peux écrire comme primitive. Si je veux comparer les deux, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir écrire les deux de la même façon. Ok? Donc, ici, si je note xk, le nombre A plus B moins A sur n k. En fait, ce calcul qui est là, c'est comme si on avait regardé, on avait dit en fait l'intégrale va à b, et qu'on le regardait tous les xk avec un écart constant. Ce que je vais faire, c'est que ce truc-là, si vous voulez, si je suis finalement en train de regarder par exemple l'intégrale entre xk, si je suis en train de regarder la somme de Riemann entre xk et xk plus 1,
xk-1, ce qui aurait été la démonstration de ce théorème-là, le même avec lui, avec un décalage, là, commence à 0. Là, j'ai fait de 1 à n avec xk, donc c'est lui. Ok. À ce moment-là, je prends A qui est, en effet, donc ça c'est Rn, ça c'est le schéma de Rn. Et si je fais le même schéma pour Sn, donc je fais mes rectangles ici, là. Bon, ils sont mal foutus, voilà. À ce moment-là, quand je me mets à un endroit, si je prends cette partie-là, je regarde Sn, si je prends cette partie-là, je prends alpha ici et bêta ici. C'est ça que tu voulais dire. Ok, voilà. Et d'où cette histoire de signe qui change et de réaction de Jonathan, mais attendez, il y a un problème de signe. Et non, en fait, ça se compense bien, en fait. Si on avait pris l'autre, ça se serait bien compensé aussi, rassurez-vous. Oui. Le 2, il y avait 1 sur 2, mais il est pas. Ah, bah il est parti à la poubelle. Merci. Mais il revient. Alors, ce que j'ai entouré, c'est quoi? Oui, ouais. Ça tombe vers f de b moins f de 1. Alors pourquoi? Car c'est l'intégrale de f'. Voilà. Ça, c'est la somme de Riemann. Enfin, c'est une somme de Riemann pour la fonction f',
avec une subdivision qui est pointée avec les xk qui sont encore les mêmes xk, mais où les tk, ce coup-ci, sont les ck. Donc ça, c'est une subdivision pointée, je vais appeler barre, comme ça, k, qui va converger vers l'intégrale de f' entre a et b. D'accord? Et cette intégrale de f' entre a et b, c'est f de b moins f de a. Ok? Donc, tout ça, là, on converge vers f de b moins f de a. Et donc, ceci tend vers 0. Hein. Donc, on a un équivalent qui est en fait b moins a sur 2n, facteur de f de b moins f de a. Alors, évidemment, il nous faut une régularité forte sur f, mais en règle générale, c'est ce qui se passe dans nos calculs. Donc, ici, c'est Sn de f moins i. Alors, est-ce que j'ai pas une faute de signe, là? Non. Ok. Donc là, sigma k, je n'ai pas précisé, sigma k, c'est la subdivision. Alors, je sais pas, j'ai plus de place sur mes tableaux, il faut que je réfléchisse à, je sais pas où je peux la mettre. Je vais la mettre en orange. Non, orange. En jaune. Sigma k', c'est quoi? Sigma k bar, c'est sigma k bar, en fait, c'est la même subdivision au niveau des points, c'est-à-dire xk moins 1, xk, ck. Ok, et donc xk, c'est toujours le même, c'est-à-dire c'est celui-là. Ok. Comme la fonction, comme f' est continue, la somme de Riemann, f' va... Enfin, ça aussi, c'est un résultat que j'ai pas démontré, que dès qu'une fonction est continue, son intégrale existe, etc. Au sens de Riemann. Ok. On va le démontrer plus tard, mais... D'accord. Sans utiliser ça, évidemment. Comme cette histoire de vitesse de convergence n'est pas officiellement au programme, si on vous demande la vitesse de convergence, vous devez le refaire. Ok? Donc ce truc-là, je vous le mets en démonstration, mais il faut plus l'avoir comme un savoir-faire. C'est pour ça que je vous l'ai mis aussi en savoir-faire. Alors, mais je crois que je me demande si je l'ai mis dans le... Ah, si. Alors, exemple d'un cas, avant de faire le savoir-faire, on va prendre un cas particulier. Et pour être sûr que vous ayez bien compris le truc, je vous l'ai mis en DL aussi, mais avec un truc en DL qui ne s'applique pas très bien. Alors dans le DL, il faut faire ça, sauf que par hasard, f de b moins f de a vaut 0. Et donc vous n'avez pas un équivalent avec 0, hein, ne mettez pas l'équivalent à 0, hein, sinon je vous mets une baffe. Alors, ok. Donc, il faut faire l'ordre d'après. Donc il faut, ça commence par aller plus loin ici. Par exemple, il y a deux stratégies. Une stratégie, c'est d'aller plus loin ici. L'exemple du cas particulier courant, c'est quoi? C'est... voilà, on vous demande... c'est quoi? C'est nul, ça. Donc l'exemple, c'est A égale 0, B égale 1. Voilà, c'est ça que je vous raconte. Et donc vous avez à calculer la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur n, somme pour k variant de 0 à n-1 par exemple, de f de k sur n. D'accord? Vous dites calculez ça, et vous dites ah bah ça, j'ai reconnu une somme de Riemann, c'est égal à l'intégrale de AB de 0 à 1 de f de t dt. On va faire un vrai exemple tout à l'heure. Alors, comment on reconnaît les sommes de Riemann? Le chapitre qui va suivre, ça s'appelle des séries. Et les séries et les sommes de Riemann, ça se ressemble beaucoup, parce qu'en fait, c'est des sommes pour k variant de 0 à n, de quelque chose qui dépend de k, et on regarde quand n tend vers plus l'infini. Donc ça ressemble pareil. Sauf que, en fait, dans les sommes de Riemann, vous avez une expression qui dépend de k et de n. Il y a forcément du k et du n dedans. Donc, en fait, vous voyez, par rapport à ce qu'on fera quand on fera les séries, vous verrez bien que quand vous changez la valeur de n, les nombres qui sont dans la série, dans la somme, changent aussi. C'est pas juste, on va en rajouter des termes de plus dans notre addition. C'est pas juste, je rajoute des termes de plus quand je vais regarder n plus 1. Quand je passe à n plus 1, ce nombre-là change aussi, en fait. Ok? Donc ça, c'est une première remarque. Alors ensuite, pour voir si c'est vraiment une somme de Riemann, et bien en fait, il faut tout transformer les k en k sur n. Là où vous avez k, vous voyez, vous mettez des k sur n, partout. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut factoriser par n ou additionner n, etc. Et normalement, si tout va bien, il doit sortir un 1 sur n.
Parce que dans la somme de Riemann, enfin dans la somme de Riemann, vous avez des K sur n partout. F, là, ça peut être x log de x plus exponentielle de x, etc. Donc à ce moment-là, ça va faire K sur n, log de K sur n, plus exponentielle de K sur n, etc. Donc il y a partout des K sur n, K sur n, sur n. Et il faut un 1 sur n devant. Okay, là, vous avez une vraie somme de Riemann. Si vous n'avez pas de 1 sur n devant, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous rajoutez le 1 sur n, et vous multipliez par n, et vous dites en fait votre truc. Quand je multiplie par n, ça converge vers ça, donc ça va être équivalent à n fois l'intégrale bidule, ou 1 sur n fois l'intégrale bidule, si jamais vous avez dû enlever le n. Ok. Alors, la stratégie, c'est une fois que vous avez reconnu la somme de Riemann, vous arrêtez de regarder votre truc. Vous prenez votre papier et vous écrivez la formule. D'accord? Parce que, on voit bien, quand je regarde les élèves en colle, quand ils ont une somme de Riemann, ils n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils n'arrivent plus à mobiliser la bonne formule. Et une raison pour laquelle ils n'arrivent pas à mobiliser la bonne formule, c'est parce qu'en fait, ils ont devant eux le truc, ils veulent absolument rentrer une formule qui est floue dans leur tête avec ce qui est là. Et ils font deux choses en même temps, et ils s'en sortent pas. Ok? Donc laissez tomber le cas. Dès que vous dites, ah c'est Riemann, je laisse tomber ma question, j'écris au brouillon la bonne formule. Et après, une fois que vous êtes libéré de la bonne formule, vous pouvez commencer à regarder qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut prendre pour F, qu'est-ce qu'il faut prendre pour K, qu'est-ce qu'il faut prendre pour A, qu'est-ce qu'il faut prendre pour B. Ok, sinon, c'est sûr, vous allez tout... Alors, au début, hein, après, quand on est bon, on n'a plus besoin de cette étape 2. Alors, donc, une fois que vous avez K sur N, le nombre qu'il y a devant K sur N, si vous n'avez pas K sur N, vous avez 3 K sur N. C'est pas grave, ça veut dire que B-1 vaut 3. D'accord? Et si vous n'avez pas de constante plus machin, ça veut dire que A vaut 0. Donc que B vaut 3. Cool. Ok? Donc, en règle générale, la première chose qu'on reconnaît, c'est K sur N, ce qui nous donne F. La deuxième chose qu'on reconnaît, c'est ni A ni B, mais c'est B moins A. Ok? La troisième chose, c'est A. Et une fois qu'on connaît A et B moins A, on connaît B. Ok? Bien, et voilà. Et une fois qu'on a ça, on dit on a une somme de... Donc il faut calculer l'intégrale, et là, c'est le cours de chapitre 6. Ah oui, alors le primitif de arc-tangente, c'est... je fais l'intégration par partie, ça fait tangente, arc-tangente, moins, 1 plus t, je sais pas. Ok? Alors maintenant, si on vous demande, en plus, une fois que vous avez été bon là, on vous dit, bon, il nous reste encore une demi-heure pour la colle, j'avais pas prévu, bon, calculez-moi la vitesse de convergence. Pouf, je bois un café. Ok? Bon, vous faites ça. C'est bien ça. Donc il faut savoir faire. Quelques idées, hein. Alors, on n'est pas obligé de passer par la primitive, on peut mettre des intégrales partout. Il n'y a pas de souci. C'est un petit peu plus propre avec la primitive, en particulier au niveau de la formule de Taylor-Lagrange. Et donc l'idée, c'est de couper la somme, c'est de faire un pareil de télescopage pour tout mettre dans une... Bon, il manque un n là. Pour tout mettre dans une seule somme. Ok? Et ce qu'on voit là, c'est un début de Lagrange, donc on fait la soustraction de Lagrange et on regarde le reste. Il y a plusieurs restes possibles à Lagrange. Il faut un reste intégral, il faut un reste global. Donc vous avez une formule avec l'existence de CK, mais vous en avez une autre avec une intégrale qu'on verra là, qui marche aussi. Hein. Ok? Ah bah regardez, c'est bien, B-, c'est le bon calcul. Pardon? Parce que là, il y avait B-A au carré. Ah, bah vous virez. Et vous avez quoi sur votre copie? On a B- au carré. Vous enlevez le carré. Il y a un B-A qui a disparu dans la somme de Riemann. Hein. Donc il n'y a pas de carré. Hein. Il n'y a pas de carré. Là, il y a un N, je ne sais pas où, voilà. Il y a plein de choses à corriger dans ce truc. Alors, bien que cela lui ressemble fortement, les souterrains Rn ne sont pas des sommes partielles de série. Bon, les sommes partielles de série, on en reparlera demain. L'idée, c'est que quand il y a un mélange de LK, alors, pas demain, je sais pas quand, en 15 jours, en distanciel. Calculez la limite quand n tend vers plus infini de la somme pour k variant de 1n de 1 sur n plus k. Vous voyez que quand vous faites à la main, vous dites, tiens, je vais calculer, j'appelle Sn, on va le faire, j'appelle Sn la somme pour k variant de 1 à n de 1 sur n plus k. Ok? Bon, première question, est-ce que vous pouvez me dire ce que vaut S1 et S2 et S3? Allez hop. Alors S1 c'est facile, ça fait donc n égale 1, k égale 1, donc ça fait 1,5. Très bien. S2. Alors n égale 2, donc quand k égale 1, ça change. Ça fait plus on ne démarre pas par 1,5 plus quelque chose, ça fait 1 tiers plus 1 quart. Ça marche? Donc 4 et 3, 7. 12e. Et S3, donc on obtient 1 quart plus 1 cinquième
plus 1 sixième. Alors c'est quoi ça? 30, 60. C'est ça. Alors 10 plus 12, 22. 22 plus 15, 37, merci. 37 sur 60. On voit bien que, en fait, si vous peut-être que vous n'avez jamais fait ça, mais si vous avez écrit ces quelques calculs, en fait, jamais on vous demandera de le faire. Donc il faut être suffisamment grand et autonome pour dire tiens, je vais faire quelques calculs. Ok? On se rend compte qu'en fait, ce qui compte, c'est la fin est à peu près constant. On multiplie par 2, c'est relativement constant. Et puis le début, par contre, il change complètement. On termine toujours par le double, 1 sur le double ici, là. Mais on démarre toujours après la moitié qui s'est décalée entre temps. Alors, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître une somme de Riemann ici? Oui? On factorise par n au limite. Voilà, on va factoriser par le temps, on va pas ce qui est écrit, tout simplement. Donc, somme, on remarque qu'il y a des k et du n ensemble, donc on dit on va essayer si c'est pas une somme de Riemann. Donc ça nous donne somme pour k variant de 1 à n de 1 sur k sur n plus 1, mais si j'ai fait ça, c'est comme si j'ai mis n en facteur ici, donc je peux, je peux le sortir. Bon, c'est super facile en fait. Ça fait 1 sur n, somme pour k variant de 1 à n de 1 sur k sur n plus 1. Là, il y a deux options, donc il faut reconnaître f. Qu'est-ce que vous prenez pour f? Donc ici, il faut lire f de k sur n, ou f de a plus k sur n. Oui? Ok. 1 sur x plus 1, très bien. Donc, en fait, ok. Dans ces cas-là, donc c'est 1, on a reconnu 2. Que vaut b moins a? 1. Que vaut a? Alors, on va faire alpha, bêta. A vaut 0. Et donc, on en déduit que b vaut 1. Ok? Oui? Je sais pas. Les bornes, on ne peut pas s'en passer parce que la réponse dépend des bornes. Oui, mais là on a remplacé directement k sur n par x. Oui. Et nos bornes, c'était directement 0. Oui. Alors que si on avait remplacé k sur n plus 1 par x, oui. les bornes seraient 1 et 2, on aurait pu s'en passer. Alors ici, oui, mais on aurait pu avoir un truc comme ça là. Plus 3 par exemple. Et là, on aurait dit f de x est égal à 1 sur 3 plus x carré, par exemple, avec a égale 1 et b moins a égale 1 aussi. Bon, il y a deux options. Je ne suis pas sûr d'avoir forcément compris ce que tu racontes, mais il y a deux options. Bon. On travailler sur les bornes, on peut directement remplacer k sur n, et on aura toujours les bornes de 0 à 1. Au lieu d'écrire... Ah, je sais pas. Alors si par exemple je prends celle-là, ce serait 1 sur 2x plus 1. alors, sauf qu'à ce moment-là, il faut que tu... Alors, il faudrait un 2n là, je pense. Pas faut que je réfléchisse à ce que tu viens de dire, mais ça a un impact sur ta somme, je pense. Là, on est obligé de prendre b moins a égale 2. Bon, je fais celui-là, et puis après on va regarder. Donc, on reconnaît une somme de Riemann. On reconnaît une somme de... Enfin, plus exactement, on reconnaît même une méthode de rectangle. On reconnaît la méthode de rectangle. Ok, et donc on a... Alors ici, c'est de 1 à n, donc c'est Sn en fait, ici. Hein. Et donc on va avoir la somme pour k variant de 1 à n de 1 sur k plus n, qui va converger vers l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x plus 1 dx, c'est-à-dire logarithme de 1 plus x entre 0 et 1, soit log de 2. Ok. Donc cette somme-là, elle converge vers le log de 2 en fait. Alors remarque, on aurait pu prendre autrement. Peut-être que d'autres auraient pris phi, l'application qui est x aussi 1 sur x. D'accord? Et à ce moment-là, on a toujours b moins a qui est égal à 1, mais on a a qui est égal à 1 aussi.
D'accord? Ça fait bien phi de A plus K B moins 1 K sur N. Donc B égale 2. Et là, ça convergerait vers l'intégrale de 1 à 2 de la primitive de 1 sur x, enfin de 1 sur x dx, soit log de x entre 1 et 2, ce qui donne heureusement toujours le résultat log de 2. C'est-à-dire en fait on a un changement de variable de l'une à l'autre. Ok? Alors, après quelle est la vitesse de convergence? Il faut tout refaire là, tout le calcul. Bon, ici on a 1 sur n. Bon, la vitesse. Bon, vitesse à faire. Je trouve que j'en ai déjà fait suffisamment. Alors, si je prends maintenant la somme pour k variant de 1 à n de 1 sur 2k plus n. Donc, c'est là que... je suis pas sûr... On va voir. Enfin, si j'ai bien compris ce que tu racontes. Donc, attendez, est-ce que je mets du n carré? Non, on va laisser comme ça. Alors, voici à besoin, je mettrai du n carré. Donc, ça fait pareil, 1 sur n. Tiens, on va faire de 0 à n-1. C'est pour k, pour n supérieur à 1. Donc ça fait 1 sur n, somme pour k variant de 0 à n, de 1 sur, pareil, 1 plus 2k sur n. Donc, si on se dit, tiens, en fait, je vais prendre f de x égale 1 sur 1 plus 2x. C'est ça une proposition que tu fais? Voilà. Donc je propose, enfin j'entends, on prend f de x égale 1 sur 1 plus 2x. Est-ce que ça marche? Donc ça voudrait dire k sur n ici, donc ça a l'air d'être bon. Donc on aurait b-1 qui est égal à 1. Donc a égale 0, b égale 1. Et donc ceci, et donc on aurait eu la somme là. Qui converge vers l'intégrale de 0 à 1, de 1 sur 1 plus 2x. Oui. Oui, c'est regardez. Donc ça fait logarithme de 1 plus 2x sur 2 entre 0 et 1. Donc ça fait log de 3 sur 2. Ok. Il y a un truc auquel je vais pas insister, il faut bien qu'on ait soit de 0 à n-1, soit de 1 à n. Hein. Si vous avez de 0 à n, par exemple, vous en avez un en trop, il faut dire, attention, j'en ai un en trop, mais ce 1 en trop, il tend vers 0 en règle générale. Donc vous avez plus le terme en 0, le terme en n, 1 sur n, par exemple, qui tend vers 0, donc vous dites, j'additionne 2, 1 qui tend vers... Ok, mais il faut quand même le dire. Bon, bah celui-ci, ça marche. Alors, il y avait une autre option ici, ça serait de dire, et si on prend phi de x égale 1 sur 1 plus x, avec b-a égale 2, a égale 0, ça a l'air d'être jouable, ça. Donc, ça nous donnerait la somme pour k... Ah voilà, je sais, j'ai fait une erreur. n-1, 2. Parce que là, vous allez voir, ça n'a pas le bon résultat. K sur n qui converge vers l'intégrale de 0 à 2 de logarithme de 1 plus x, de 1 sur 1 plus x de x. Et donc, ça fait logarithme de 1 plus x entre 0 et 2, et donc ça fait log de 3. Ah! Il y en a un qui vaut log de 3 sur 2, oui? Il manque un demi dans la deuxième. Voilà, ici comme j'ai b-a qui vaut 2, il faut absolument que ici, normalement je devrais pouvoir apparaître un 2 sur n. Ok? Donc j'ai 2 sur n qui converge vers ça, donc 1 sur n, enfin, qui est là, il converge vers 1 demi. Ok? Donc, quelquefois, certains donnent les formules de... les méthodes de rectangle en disant 1 sur n nania converge vers 1 sur b-1 intégrale de a à b. Parce que souvent le b-1 qui est avec le n, il n'y est pas dans l'exercice, mais il est dans la manip. Ok? Donc là, ouf, on obtient le résultat. Donc là c'est libre. Alors est-ce qu'il peut y avoir des situations où c'est pas libre? Ben, il pourrait y avoir une situation où c'est comme ça. Donc une situation comme ça, alors là on n'a pas le choix en fait, il faut absolument prendre, la deuxième ne peut plus marcher. Si j'ai un truc, je sais pas, plus k sur n au carré, voilà, enfin, si ça donne ça, là, il faut que je prenne le 2 de la fonction, je ne peux pas le prendre dans b-1. Par contre, je peux avoir un truc avec des k ici. Enfin bon, il y a souvent plusieurs solutions qui correspondent en fait à des changements de variables dans le calcul de l'intégrale au final. Ok? Mais je n'irai pas jusqu'à dire ça marche toujours. Il faudrait qu'on
concrètement vraiment voir les choses. Alors, on continue. Alors, vous avez en corollaire la méthode des trapèzes. Alors, je ne sais pas si vous l'avez plus, si on a fait ça en informatique. Non, vous savez, ce cours-là il n'est plus en TD, mais vous l'avez fait en cours en fait, c'est ça. Alors, la méthode des trapèzes, vous en avez parlé. Donc, l'idée de la méthode des trapèzes, c'est de prendre, c'est de regarder, d'approcher une fonction, non pas par des rectangles, quand vous regardez votre bout de fonction là, ça c'est xk. Ça c'est xk, ça c'est xk moins 1, ça c'est xk. Au lieu de regarder, vous ne regardez pas par ce triangle-là, vous ne regardez pas par celui-là. Donc maintenant on va faire un truc un peu plus. Voilà. Vous ne regardez pas par ce rectangle-là ni par ce rectangle-là, mais vous regardez par ce trapèze-là. D'accord. La formule qui donne l'air d'un trapèze, c'est petite base plus grande base fois hauteur divisé par 2. Voilà, c'est ça. Petite base plus grande base fois hauteur divisé par 2. Donc en règle générale, vous avez votre trapèze qui ressemble à un truc comme ça quand vous étiez petit. Alors pareil, pourquoi est-ce que c'est petite base, grande base, hauteur, non, il n'est pas divisé par 2? Bah, tout simplement parce que si vous faites le petit tangramme, si vous avez fait le tangramme quand vous étiez petit, vous savez que en mettant l'autre en face comme ça, vous êtes en présence d'un parallélogramme. Ah si, il y avait divisé par 2. Vous êtes en présence d'un parallélogramme dont la côté vaut petite base plus grande base. Et on a toujours la hauteur. Hein. Donc l'aire des deux ensemble, c'est petite base plus grande base fois hauteur. Donc quand on en prend que la moitié, ça fait petite base plus grande base fois hauteur divisé par 2. Ok. Alors pour peu que en plus votre trapèze il soit un tout petit peu droit, enfin avec des angles droits, c'est-à-dire comme ici, et bien vous avez donc petite base, plus grande base, fois hauteur, divisé par 2. Ok, donc ça vous donne petite base, plus grande base, enfin je ne sais pas lequel est la petite et lequel est la grande, enfin les deux bases, divisé par 2 fois la hauteur. Ok. Mais il se trouve que ce calcul-là, c'est aussi en fait la moitié du poids de lui plus la moitié du poids de lui en fait. Et donc c'est comme si je faisais à la fois mes calculs avec mes rectangles et mes calculs à droite et mes calculs avec mes rectangles à gauche. En faisant ça, je les fais 2 fois. Donc en fait, la méthode des trapèzes, c'est tout simplement la moyenne des deux. Et on voit bien en fait que tout ce qui serait une erreur qui serait compensée par l'autre, il y en a un qui donne toujours un peu de trop et l'autre qui donne toujours un petit peu de pas assez, en particulier si vous avez une fonction qui est croissante. Ben, votre trapèze, lui, il dit ben, je vais rattraper les deux. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que la méthode des trapèzes, c'est un peu comme la méthode d'Eun pour les équations différentielles. Il se trouve que quand on prend le trapèze, on peut avoir quelque chose qui converge assez vite. Donc on peut avoir. Faudrait faire le calcul. Si vous faites un calcul de vitesse de convergence, comme les deux vont être grosso modo du f de b moins f de a sur n sur 2, et vous avez fait une moyenne des deux, ça risque de se compenser en fait. Donc il faudra aller chercher l'ordre d'après. Ok, en fait, en tout cas, c'est juste un corollaire, parce que c'est tout simplement la méthode trapèze, une moyenne des deux autres qu'on connaît. Donc comme chacun converge vers la même intégrale, la moyenne va converger vers la même intégrale. Okay. Hop. Alors maintenant, l'intégrale. Alors il est quelle heure? 9 heures, pile. Bon, 1 heure pour. 1 heure pour les sommes de Riemann et 1 heure pour Kurzweil-Stock. Et puis après, j'ai encore 1 heure pour autre chose, mais je trouve que j'ai pas d'heure. Alors, donc comment est-ce qu'on va définir l'intégrale de Kurzweil-Stock? Donc, plus large que Riemann. C'est le même principe, c'est la même définition, sauf que delta epsilon n'est plus constante sur AB. D'accord? On demande un peu plus pour pouvoir aller chercher d'autres fonctions qui en fait est presque intégrable au centre de Riemann, mais il en manque un petit truc, il en manque un peu de souplesse, quoi. Donc je dis, bah, c'est pas grave, je vais m'assouplir et je vais prendre les Kurzweil-Stock intégrales. Ok? C'est tout pareil. Alors en fait, c'est tellement tout pareil qu'on a la même notation. On pourrait avoir un conflit de notation. On va démontrer que dès qu'on est Riemann intégral, on est Kurzweil-Stock intégral. Donc l'intégrale de Riemann avec une notation qui apparaîtrait pour une fonction qui sera intégrale de Riemann, comme les Kurzweil-Stock intégrales, c'est la même en fait, et donc ça marche. Hop, il nous faut maintenant. Alors par contre, il y a un truc que je n'ai pas fait sur Riemann, c'est l'unicité de l'intégrale. Donc il faudra que je le démontre ici. Alors, deuxième remarque, dans le Kurzweil-Stock, il y a écrit, c'est toujours les problèmes dans les limites, c'est tel que quel que soit P appartenant à sigma P. Fondamentalement, peut-être que Riemann il avait pensé à faire un truc comme ça. Mais comme il est né avant un cousin, il ne savait pas que. Il s'est dit, ah, ça serait pas mal de faire ça, mais ça se trouve, ça n'existe jamais, cet ensemble va être vide. Alors si cet ensemble est vide, qu'est-ce que je fais? Ok, mais grâce au théorème de Cousin, cet ensemble n'est jamais vide. Donc il y a bien toujours une limite potentielle. Hein. Enfin, je veux dire. Ok, donc c'est la remarque.
Exemple, l'intégrale d'une fonction nulle sauf en un nombre fini de points. Ok, pourquoi pas. Alors on y va. Donc on va faire un exemple. Donc on prend une fonction qui est nulle partout sauf en un nombre fini de points. Donc on va prendre... Alors qu'est-ce que j'en pensais? Exemple, vous avez une fonction f qui est définie sur AB, dans R, et qui à x associe 0. Si x n'appartient pas à un ensemble qu'on va appeler x1, qu'on va appeler, on va dire que t associe 0, si t n'appartient pas à un ensemble x1, etc., xr. D'accord? N'appartient pas. Ok, et si t appartient à cet ensemble-là, et ben, il donne des valeurs à x, i associe y, i. D'accord? Si i appartient à n indice r. Ok? Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de regarder l'air sous la courbe de la fonction suivante, a, b, x1, x2, x3, x4. Et en x1, ça vaut y1, x2, y2, x3, y3, y4. Et donc vous êtes en train de regarder la fonction qui est nulle comme ça. Hop, hop, qui vaut y1, tac. Voilà. Quel est l'air sous cette courbe? Bon, on a envie de dire que l'air sous cette courbe, ça vaut 0. Pourquoi? Parce que... Oui. Parce que l'air sur les endroits où la courbe est nulle. Si on veut. Parce que l'heure d'un bâton, infinitésimal, ça vaut 0, si vous voulez. Alors, comment on va démontrer ça? Donc, il faudrait qu'on trouve une subdivision. Non, il faudrait qu'on... Donc, on va prendre un epsilon positif. Il faudrait qu'on trouve une jauge, telle que dès qu'on prenne des subdivisions d'Agdalfine pour cette jauge, en fait, le calcul qu'on va avoir quand on va faire la somme de Riemann va donner quelque chose qui ne dépasse pas epsilon, en valeur absolue. Donc, comment est-ce qu'on pourrait contrôler la jauge à partir de cette fonction f pour que ça marche bien? C'est quoi? Un forçage sur les points. Alors, oui, si on force sur les points, qu'est-ce qui va se passer? Donc une stratégie, c'est de dire je force sur les points. On peut forcer par exemple, ça voudrait dire donc quand on va faire notre somme de Riemann, donc c'est la somme des xk plus 1 moins xk. Alors c'est pas très malin, j'ai appelé xk, donc disons ak plus 1 moins ak fois f de tk. Donc ces nombres-là, bon, on n'y peut rien, hein, ils vont être comme ils sont. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ce f de tk, on le... Bon, en fait, ce qu'il faudrait, c'est jamais prendre le point pour lequel f de tk n'est pas égal à 0. Est-ce que c'est possible, ça? Parce que les forçages, c'est plutôt l'inverse. Dans les forçages, c'est on prendra tel point. Oui? Je pensais à faire le forçage, mais sans mettre la discontinuité en plein milieu. Alors, c'est pas vraiment un forçage, ça? Mais du coup, oui, voilà, c'est même plus une jauge parce que. Il faut que ce soit strictement positif, ouais. Il ne faut pas mettre 0. Alain, tu veux dire un truc? Non, j'ai. Alors, peut-être que... Oui? On fait un forçage, mais sur d'autres points. Sur d'autres points. Mais si on fait un forçage à côté, là, par exemple sur lui, là, vraiment à côté, on pourrait quand même imaginer qu'une subdivision... En fait, on peut toujours imaginer des subdivisions delta fine avec des forçages, ça vous donne un truc de max, mais on pourrait avoir des trucs qui sont encore plus coupés en morceaux et qui arrivent vraiment vertical. Oui. Quand on est sur R, on peut pas dire que vu qu'il y a une infinité de points, il n'y a qu'une fini. Un nombre fini de points. Qu'on ne veut pas prendre, Oui. il y aura toujours un point appartenant à l'ensemble qui n'appartient pas à l'ensemble fini des points, et donc on prend lui comme T4. On peut pas... Enfin, quand on dit soit sigma delta fine, toutes les sigma delta fine arrivent ensemble. On peut pas dire non, toi, désolé, je t'en veux pas, t'as pas une bonne gueule. Tu passes par TK, j'en veux pas. Ou. Adam? Une jauge qui est une fonction continue par morceau. Alors, la jauge, elles sont souvent même pas continues par morceau, elles sont souvent complètement pourries. Alors, en fait, on peut pas faire. On peut forcer à prendre des TK, mais on peut pas forcer à ne pas prendre des TK. C'est pas possible, ça. D'accord? Il n'y a pas de. Si on veut faire ça, on pourra plus avoir. Si on veut faire ça, on perd cette souplesse ici, là.
on va faire ça, on perd cette souplesse de quel que soit sigma p. Parce que, quel que soit votre delta, vous pouvez toujours prendre, on peut dire, attendez, moi je vais prendre, au moment où tk arrive, ce sera un point de marquage. Je regarde delta de tk, bon ça vaut 0,001, bon bah à ce moment-là je vais prendre xk, un tout petit peu avant, un tout petit peu après, de manière à ce que ça rentre à tk près, et puis le reste, vous faites ce que vous voulez. Et là je regarde, je dis, ah bah oui, celle-ci a des delta fines, j'y peux rien. Donc je suis obligé de la prendre. Okay, donc je ne peux pas ne pas la prendre. Donc c'est pas sur f de tk qu'il faut que je fasse mon travail. Si c'est pas sur f de tk qu'il faut que je fasse mon travail, il faudra que je fasse sur ak plus 1 moins ak. Donc en fait, au moment où je vais arriver du côté de tk, je vais prendre une jauge qui va être toute petite, de manière à ce que quand on est à côté de tk, l'écart entre xk plus 1 moins xk qui va apparaître soit plus petit que epsilon sur r. Comme ça, chacun va, fois yi. Comme ça, chacun va être plus petit que ce truc. Quand je vais notionner, je vais avoir un truc qui va être plus petit qu'epsilon. Ça marche? Ça, je peux le faire. Je peux le faire. Je peux même le faire à jauge constante. Je peux même le faire à jauge constante, ce truc-là. En prenant, puisque c'est un nombre fini, je peux le faire à jauge constante. Donc, je peux faire yi. Donc, en fait, on a vu que si sigma p égale la somme des... Alors je vais prendre des AI parce que j'ai réservé les ici. Si sigma p est égal à i moins 1 AI, avec le point ti comme marquage, et delta fine, alors on a vu que ça voulait dire, que ça impliquait que ai moins ai moins 1 est toujours plus petit que delta de ti sur 2. Delta de ti sur 2. C'est ça, Jade? Ah, il n'y a pas de 2? Non, mais le 2, c'est dans l'intervalle xk moins delta tk sur 2, xk plus delta tk sur 2. Oui, donc, mais donc à la différence... Bon, on va mettre sans le 2. Ok? ai moins 1 est plus petit que delta de ti. Ok? Moi, ce que je veux, c'est un contrôle là-dessus lorsque j'ai multiplié par f de ti. D'accord? Donc, ce que j'aimerais, ça c'est quel que soit i. Ce que j'aimerais, c'est qu'on aimerait que si ti est en fait un xk, si ti est un xk, on est ai moins 1 multiplié par f de ti, d'accord, qui soit plus petit que epsilon sur r. D'accord, comme ça quand je vais sommer, ça me donnera des trucs plus petits qu'epsilon sur r. Et ça en fait, il suffit, or, avec delta de ti plus petit que epsilon sur r yi, ça marche en fait. D'accord? Ça marche. On a bien ai moins 1 f de ti plus petit qu'epsilon sur r. D'accord? Avec ça, plus ça, on a bien cela. Ok? On sait que les ai moins 1 sont plus petits que delta ti. Si delta ti est plus petit qu'epsilon sur r sur yi, alors en faisant la somme, machin. Alors à ce stade-là, je peux prendre une jauge constante, je peux prendre delta étoile égale le min de l'ensemble des delta de xi, xk sur yk pour k appartenant à L indice R. Je peux prendre ça. D'accord? Yk est différent de 0 évidemment. Si yk était égal à 0 à ce moment-là, ce xi est un t et il n'est plus à gérer. Hein. Ok? Donc, en fait, avec cette jauge constante, on s'en sort. Ok? Donc, sigma delta étoile fine. Si sigma p est delta étoile fine, en fait, la somme de Riemann pour la fonction f appliquée à la subdivision sigma p, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une énorme somme là, pour i variant de 1 à
je ne sais pas combien il y en a, S de... donc sigma P, on imagine comme ça. Donc de AI moins AI moins 1 F de TI. D'accord? AI moins AI moins 1 F de TI. Je ne sais plus où j'en suis. Donc je regarde en valeur absolue. D'accord? Alors quand je regarde cette somme-là, qu'est-ce qui va se passer la plupart du temps? J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en fait la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe pour cette somme-là? Ben, la plupart du temps, TI, si ce n'est peut-être tout le temps, TI en fait, il n'est pas égal à 1 dx1 xr. Donc la plupart du temps, ce truc, ça vaut 0. Donc aucun impact. Donc assurément, c'est plus petit que la somme pour i variant de 1 à s des valeurs absolues de AI moins AI moins 1, valeur absolue de TI. D'accord? Pour i variant de 1 à s. Mais assurément, la plupart du temps, cette somme est nulle. Donc au pire, chaque TI est un XI. Au pire, chaque TI est un XI. Mais ça se trouve aucun des TI n'est un XI en fait. Ça se trouve, j'ai 0 direct. D'accord? Et pour la plupart des subdivisions delta fines, j'ai 0 direct en fait. Il n'y a vraiment pas de bol si on tombe sur les XI. Mais si j'ai vraiment pas de bol, en tout cas il faut utiliser le pire des cas, je peux avoir les TI qui donnent des XI. Donc en fait, si vous voulez, ici je change la notation, je vais mettre pour J variant de 1 à R des F de XJ. D'accord? Mais le XJ, c'est ce qui est écrit ici, sauf que j'ai amené un K, je crois. Le XK, on va mettre K. En fait, le XK est un TI. Mais je ne sais pas c'est lequel. Si vous voyez, il y a une fonction qui a I associe K quand ça marche. Donc, ici, je vais me retrouver avec des nombres qui sont, que je vais appeler AIK, moins AIK, moins 1, d'accord? Qui me dit, en fait, quand TI c'est XK, alors I, en fait, vaut IK. D'accord? Quand TI c'est XK, alors I vaut IK. Ça va? Bon, celui-ci, il est plus petit que epsilon, donc tout le reste tombe là. Hein. Donc c'est plus petit que R fois ce truc-là, donc c'est-à-dire delta, étoile, fois le max des F de TK, donc des YK. D'accord? Et donc, c'est tout bien fait. Voilà. Le min, quand je divise, c'est le max quand je multiplie. Enfin, ok? Le min, la plus petite des valeurs quand ça divise. On sait bien, le minimum quand on divise, c'est le maximum des dénominateurs. Donc tout ça, ça me donne plus petit que epsilon. Voilà, en prenant ces valeurs-là. Ok? Alors, oui? Comment on est sûr qu'un XI ne prend pas deux fois dans deux zones de marquage? Dans deux. Ah? Ben, on n'en est pas sûr. Moi, je vais mettre un 2. T'as raison. Donc, je vais mettre un facteur 2 là. Donc, ce que dit Arthur, c'est attendez, les points de contact, les points de marquage peuvent être sur la frontière. Donc, avec vraiment pas de bol, vous avez pris comme marquage un point XI qui était en plus sur la frontière à droite de l'un et à gauche de l'autre. Donc, il a été pris deux fois. Vraiment pas de bol. Donc, bon d'accord, moi je divise par 2. Ok, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce facteur 2 ne me gêne rien du tout. Hein. Mais tu as raison, en fait, il y a un facteur 2, excellent. Ok? Alors en fait, quand la fonction... donc en fait, on n'a pas du tout utilisé Causalent Stock en fait, hein, en réalité, ce que j'ai fait avec un pas constant. Donc quand je suis en train de regarder une fonction nulle sauf un nombre fini de points, la fonction, elle est Riemann intégrable d'intégrale égale à 0. Alors, est-ce que Causalent Stock a quelque chose à côté? Donc, je n'ai pas encore dit, quand c'est Causalent Stock, enfin celui dans la marge partout, quand c'est Riemann intégrable, c'est Causalent Stock intégrable, donc c'est vrai pour Causalent Stock. Est-ce que Causalent Stock peut récupérer mieux? Ben oui, parce que pour Causalent Stock, on peut aller chercher non pas un nombre fini de points, mais un nombre dénombrable de points. Ok? Qu'on ne peut pas faire avec Riemann. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour récupérer un nombre? Qu'est-ce qui se passe si le nombre devient infini là? Si ici j'en ai un nombre infini, mais dénombrable.
Eh bien, ce qui peut se passer, c'est que... Alors ici, j'aurai toujours une somme finie. D'accord? Mais elle peut être très très grande. Donc potentiellement, je peux aller jusqu'à R avec R très grand, presque infini. C'est toujours une somme finie, mais qui potentiellement peut être forte. Donc autrement dit, vous allez avoir un conflit entre les deux. Alors en fait, une stratégie, c'est... donc vous aurez une somme, donc ça c'est epsilon, delta. Une stratégie, c'est de multiplier par 2 puissance k ici, là. Alors, mais sauf qu'il faut... alors ce coup-ci, je ne peux plus faire un min. En fait, ça n'a plus de sens. Donc en fait, je vais être obligé de faire delta de x égale... Et bien en fait, je vais être obligé de faire delta de x, on s'en fiche. Delta de x est égal à 1 sur yk 2 puissance k si x, c'est en fait... On va mettre un t là. Si t est égal à xk, et 1 sinon, quand on prend un point de marquage ailleurs qu'un tk, comme il y a une multiplication par f qui vaut 0, on s'en fiche. Donc il faut vraiment être attentif que pour les points de marquage qui sont des tk, des xk. Okay. Et en faisant cette somme là, en fait, je vais me retrouver avec, donc là il va me rester la même chose. Ça va partir avec un delta de tk. Là, ça va être égal à yk, valeur absolue. Donc, ça se simplifie, tac, tac. Il va me rester en fait une somme des 1 sur 2 puissance k. Qui est une somme finie, hein, mais qui est potentiellement finie grande. Bon, bah, si elle est potentiellement finie grande, je vais la majorer par sa limite. Et sa limite de celle-ci, c'est la somme des 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième plus 1 16e, etc. Ça fait 1. Plus petit que la somme infinie de k variant de 1 à 1 sur 2k, ce qui vaut 1. Et donc j'ai réussi à me débarrasser. J'ai toujours quelque chose qui est plus petit qu'epsilon. Ok? Donc ça c'est malin. C'est en utilisant cette formule-là. Bon, je ne sais pas si je me demande si je vais pas prévu de dire un autre moment. Je gagnerai du temps sur un autre moment. Ah, c'est juste après? Ah ben voilà, donc c'est l'exercice. Hop, c'est fait, parfait. Alors, donc, premier théorème sur Kurzweil-Stock. Si f est Riemann intégrable, elle est Kurzweil-Stock intégrable, et par ailleurs, si f est intégrable. Alors quand je ne précise pas, moi, c'est Kurzweil-Stock. Si f est intégrable, son intégrale est unique, donc de l'une ou de l'autre des façons. Alors pourquoi est-ce que si elle est R intégrable, elle est Kurzweil-Stock intégrale? Alors c'est écrit, en fait, c'est une question d'inclusion d'ensemble. Démonstration. Oui. Oui, alors il y a des epsilon dans l'histoire, hein, parce que sinon il n'y a pas d'epsilon qui compte au bout du compte, qui arrive au bout du compte. Donc c'est ma manique qui est là, je l'ai effacé, mais là oui, il faut un epsilon. Donc là on va avoir un epsilon. Même sur, enfin il y a le facteur 2 aussi, epsilon sur 2. Non, epsilon, donc là je vais mettre epsilon sur k plus 1. Hop, voilà, donc je vais avoir un epsilon ici, epsilon, et c'est plus petit qu'epsilon. Ok. Alors en fait, que dit Kurzweil-Stock intégrable? Il dit, donc quelle est la différence entre les deux? Donc Riemann, donc ça veut dire qu'il existe I, quel que soit epsilon positif, il existe delta étoile sigma positif, quel que soit sigma p appartenant à l'ensemble des subdivisions sigma delta fine, l'intégrale, la somme de Riemann de f moins i est inférieure à epsilon. Ok? Bon bah, si c'est vrai pour une jauge constante, c'est encore plus vrai pour une jauge qui n'est pas constante, puisque, enfin, pour une jauge qui est ce qu'elle veut, et qui peut particulièrement être constante. D'accord? Donc, donc ça veut dire qu'il existe delta, qui est une application de la attention dans R plus étoile, qui à t associe delta étoile. D'accord? Ouais. Tel que nania. Et ça, en fait, c'est exactement la définition de f et kh intégrable.
Ok, donc pas de problème. Donc ça nous donne l'implication. Alors ensuite concernant l'unicité, donc on va supposer qu'on va faire, il y en a deux. Donc soit I1 et I2, tel que, quel que soit epsilon, soit I1 et I2, soit I1 différent de I2, deux intégrales pour F. Donc, je vais vous montrer que ce n'est pas possible. Donc supposons que I1 différent de I2 sont deux intégrales pour F. Ok? Ça marche? Donc je vais prendre epsilon égale, toujours pareil, égale valeur absolue de I2. On va prendre I1 plus strictement plus petit qu'I2, ça facilite les choses. Donc epsilon est égal à I2 moins I1 sur 2. C'est-à-dire en fait epsilon c'est la différence entre mes deux valeurs. Et je vais regarder autour de I1 à epsilon près, et autour de I2 à epsilon près, il n'y a pas de recouvrement a priori. D'accord? Strict, donc je vais prendre sur 3. Comme ça je suis sûr que c'est bon. Et je vais avoir un souci. Donc il va exister, c'est exactement la même démonstration que pour les suites, hein. Il existe delta 1, une jauge, donc une application dans une jauge, une application de la B dans R plus étoile, telle que quel que soit sigma P appartenant à l'ensemble des subdivisions delta infine. On a la somme de Riemann pour F avec sigma P moins I1 qui est inférieur à epsilon. Ok. Et on a la même chose pour I2. Donc il existe delta 2 de AB dans R plus étoile, tel que quel que soit sigma P appartenant à l'ensemble des subdivisions delta 2 fine, la somme de Riemann de F avec sigma P moins I2 est inférieure à epsilon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver une subdivision pointée qui serait à la fois delta infine et delta 2 fine. Et ça, on sait le faire. D'accord? Il faut affiner les deux. Et en fait, quand on parle avec des jauges, on a une façon très simple de le faire. C'est de prendre delta, l'application qui a été associée mine de delta 1 de t, delta 2 de t. D'accord? Je prends le petit. Oui? I1 et I2, c'est des limites. I1 et I2, c'est des nombres, ouais. C'est des limites, donc on peut pas dire que c'est... Alors, sauf que comme c'est pas des limites UN, l'unicité de la limite UN, en fait, là, on est en train de... Si tu veux, ce que je suis en train de vous montrer, c'est... On a vu en cours la limite, unicité de la limite UN quand même. On a vu aussi en cours l'unicité de la limite quand la fonction est continue. Alors, on a refait une démonstration, en fait. Là, comme c'est un calcul de limite, mais qui n'est pas tout à fait le même, ben, je redémontre. Unicité de limite Konstanz-Stock, si tu veux. Ok, donc alors c'est la même idée, hein. Donc alors, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de généraliser un concept de limite beaucoup plus large, qui est unique, et puis une fois que j'ai fait cette démonstration, je dis bah, application 1, application 2, application 3. Ok, mais bon, je sais pas ce concept large. En fait, d'une certaine façon, la limite d'une suite, c'est quand même le concept large. Mais, bon. Donc, si sigma p fait delta fine, donc ça veut dire que quel que soit i appartenant à un indice R, on va avoir x i-1 moins xi, l'intervalle xi moins 1 xi qui est inclus dans ti moins delta ti sur 2, ti plus delta ti sur 2. Mais celui-là même, comme t delta de ti est plus petit que delta 1 de ti, celui-là, il est lui-même inclus dans ti moins delta 1 de ti sur 2, ti plus delta 1 de ti sur 2. Et pareil avec 2 d'ailleurs. 1 ou 2 d'ailleurs. D'accord? Ok? Puisque delta de ti est plus petit que min de 2. Donc, ça veut dire que, en fait, ma subdivision sigma p, là, elle vérifie la condition de delta infine et d'être delta 2 fine. Donc, sigma p est
delta 1 fine et delta 2 fine. Donc, ma somme de Riemann pour cette fonction, pour cette subdivision sigma p, là, celle-ci, là, moins I1 est plus petit que epsilon, et la somme de Riemann pour sigma p, moins I2, est également plus petit que epsilon. Ok? Bon, alors maintenant, inégalité triangulaire, valeur absolue de I2 moins I1 est égale à la valeur absolue de I2 moins SF sigma p plus SF sigma p moins I1, soit en fait plus petit que I2 moins la somme de Riemann pour F sigma p plus la somme de Riemann pour F sigma p moins I1. Et donc chacun est plus petit que 2 epsilon. Et ça en fait c'est égal à 3 epsilon. Donc j'ai 3 epsilon avec epsilon petit, positif pardon, qui est plus petit que 2 epsilon, impossible. Ok. D'accord, donc ça veut dire que cette hypothèse-là est fausse, donc il y a une seule, ou plus, une seule intégrale pour f. Mais c'est le même principe que pour un qui tend vers L, où on a dit si j'ai deux limites, je vais regarder un max pour les deux n qui apparaissent, des deux limites, c'est possible. Et lui, avec celui-là, j'ai une contradiction. Ok, donc là c'est pareil, je vais regarder une sorte de mine, puisqu'on tend vers 0, des subdivisions, et j'ai une contradiction. Ça marche ? Si un jour vous créez des mathématiques avec des concepts de limite, ça sera forcément quelque chose comme ça que vous mettrez en place. Ok, si je ne sais pas quoi, la limite de degré. Alors, donc, à chaque problème, ça jauge. On aura peu d'exercices, je voudrais montrer à la main, comme dans l'exemple précédent avec la H intégrabilité. Une idée parmi d'autres, c'est pour chaque problème, on crée une jauge qui contient le problème. Puis on prend la jauge linéaire. On verra à la fin du cours, on démontrera le théorème de, enfin, si on a le temps, de Bepo-Lévy, donc c'est-à-dire la convergence dominée avec des bornes, un truc compliqué. Et on verra qu'il y en a. En fait, pour que ça marche bien, on arrive avec une certaine fonction, et cette fonction, elle a plusieurs soucis. Et ben en fait, on va dire, bon, bah, ce souci-là, il faudrait que ma jauge, delta, pour passer ça, force. Et là aussi. Tac. Puis là, ce souci-là, j'aimerais qu'elle soit au contraire plus petite que ça, etc. Donc on va avoir une première jauge 1, jauge 2, et à la fin, on va dire, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donc pour chaque sous-problème, si vous voulez, contenu dans la fonction elle-même qui a plein de soucis, vous allez avoir des petites jauges qui vont à chaque fois résoudre un problème mais pas l'autre. Ben à la fin, vous faites comme ici. Vous prenez le min, et le min de toutes les jauges que vous allez avoir, il va concentrer toutes les solutions de tous les problèmes. Et à la fin, vous aurez votre solution finale. Ok ? Donc c'est un classique. Alors, j'insiste pas parce que vous n'allez jamais avoir, ni à l'écrit ni à l'oral, de questions comme ça. Hein. Au pire, vous l'aurez encore la semaine prochaine ou au DS qui va suivre. Mais, non, la semaine d'après encore. Mais c'est tout quoi. Et encore, c'est seulement si vous passez avec moi encore. Alors, je ne sais pas. Qui c'est qui a collé avec moi dans 2 semaines? Bon, c'est trop loin pour vous. Alors, hein? Ouais, en plus, ça sera peut-être à distance, donc ça sera peut-être en juin. Enfin, on verra. Alors, si la jauge peut être choisie constante, la fonction est R intégrable. Et donc H intégrable, sinon elle est KH intégrable. Bon, on va essayer de nommer ça. Définition, donc on note IR, l'ensemble des fonctions Riemann intégrables, on note IKH, l'ensemble des fonctions KH intégrables. Si on ne précise pas, on parle de IKH. On peut aussi noter... Ah là, il y a un truc qui a dû sauter. On peut aussi noter... Je pense qu'il y a un I qui a dû sauter là, c'est I de AB, si le contexte est assez clair, d'accord, I intégrable, je sais pas. En fait, j'ai pu taper un truc, mais qui n'a pas dû être lié à la compilation et j'ai pas fait attention. Donc vous avez vu, là, il y a cette phrase, c'est bizarre ce truc, hein. Comme s'il n'y avait rien où vous mettez un I là. On rappelle que l'ensemble des fonctions continues par morceau s'écrit l'ensemble des fonctions continues par morceau. Mais ça veut dire juste qu'on a juste mis sans regarder. Alors, on peut aussi oublier de noter. Je mal lu. En fait, il faudrait que j'apprenne à lire. Bien lire. Alors, le but de ce chapitre est de caractériser ces ensembles. Et
et puis quelque chose en dessous. Mais les jauges... je tourne la page. Donnez des exemples. Donc, passage à la limite des propriétés Sunderiman. Ah, c'est cool. Les propriétés tombent de celles des sommes de Riemann par continuité et croissance. Donc, en fait, ici, vous retrouvez exactement, à peu de choses près, le résultat qu'on avait montré en début d'heure hier, où à la place d'avoir i, ici, j'ai mis somme de Riemann. Si f est positif, la somme de Riemann est positive. Si f est plus petit que g, la somme de Riemann de f est plus petite que la somme de Riemann de g. Si f est machin, la somme de Riemann est linéaire. D'accord? Donc tout ça c'est pareil. Toute majoration en plus. Bon, c'est pas très compliqué. Et je sais pas quoi. Ah oui, alors si quand même il faut faire attention à nos hypothèses. Fondamentalement, en fait, c'est par passage à la limite comme ça. Vous dites, ah oui, bah, si, ça, si. Je mets là, j'applique la linéarité, la limite est linéaire. Pouf, pouf. Alors je peux pas dire la limite est linéaire parce que l'enjeu c'est de vous montrer que la limite est linéaire, la limite au sens de causalité. Hop. Donc, il faut que je fasse 110 minutes. Linéaire. Alors, pourquoi est-ce que l'application qui a f est une forme linéaire? Donc en fait, il faut que je fasse les lambda f plus mu g. Hein. Alors d'abord, si je fais une combinaison linéaire de fonctions continues par morceaux, c'est continu par morceaux. On l'a démontré ça ou pas? Bon, on le conçoit bien, mais si on avait démontré l'addition de... Si on a démontré que c'est un espace vectoriel, je pense. Ok, donc CM est un espace vectoriel, donc ça, il n'y a pas de souci. C'est un espace vectoriel. Ok, alors maintenant je vais prendre f, g, des fonctions intégrables sur AB. Pourquoi est-ce que ça me parle? Soit, vous avez le droit, mais vous me poser des questions à moi, pas à vos voisins. Oui, bon. C'est quoi la lettre de Un i, tu vois, comment... Ça là. Là, il faut lire un i et pas un j. Hein. On peut lire un i. Ok? Donc je prends deux fonctions intégrables, je prends lambda mu partenaire, je dois chercher une jauge, telle que bidule machin. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la somme de Riemann de lambda f plus mu g avec une certaine subdivision, moins lambda intégrale de f plus mu intégrale de g. Ça, donc à la fin, en fait, je sais pas, un baratin. Et ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin, je puisse dire que la somme de Riemann de lambda f plus mu g avec sigma p moins l'intégrale entre a et b de une parenthèse plus mu l'intégrale de g entre a et b, j'aimerais dire que ce truc-là est plus petit qu'epsilon. Je ne suis pas du tout sûr que ça tienne dans 4 lignes, hein. À mon avis, ça tient plutôt dans 15 lignes, mais c'est ça que je vise. Ok? Donc ce que je peux faire sans trop de difficulté. Ça, on a vu hier que ce truc-là, c'était égal à lambda SF plus mu sigma P plus mu SG sigma P. D'accord? Après, je vais mettre les lambda de chaque côté. Donc je vais avoir quelque chose du type, ce truc-là, finalement, c'est égal à la valeur absolue de lambda SF sigma P moins l'intégrale de AB de F. D'accord? Plus mu SG sigma P moins l'intégrale de AB de G. Ça, c'est égal à ça. Et je peux dire, inégalité triangulaire, que c'est plus petit que lambda intégrale de SF sigma P moins l'intégrale de AB de F plus mu, valeur absolue de lambda mu, ou somme de Riemann sur G sigma P moins l'intégrale de G. Et ça, à la fin, j'aimerais que ce soit plus petit qu'epsilon. D'accord? Plus petit qu'epsilon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer un epsilon. Ça, j'ai pas de souci avec ça. Et je vais dire que l'intégrale de f, je vais dire que f est intégrable. Il me faut choisir une jauge. Donc, j'ai choisi une jauge, mais de manière à ce qu'au bout du calcul,
la somme de Riemann moins l'intégrale de f, j'ai quelque chose qui ne soit pas plus petit que epsilon, mais qui soit plus petit que epsilon sur valeur absolue de lambda sur 2. Enfin, comme ça, ce truc-là va être plus petit que epsilon sur valeur absolue de lambda sur 2, ça va me donner machin. Ça va? Donc, sur epsilon, je fixe. Donc, premièrement, il existe delta 1, jauge, bon jauge, tel que, quel que soit sigma p appartenant à l'ensemble des subdivisions delta 1 fine, la valeur absolue de la somme de Riemann de f sigma p moins l'intégrale de AB de f est plus petite que epsilon sur 2 valeur absolue de lambda. D'accord? Je peux choisir ce que je veux au bout du compte. Parce qu'on est... Le epsilon, c'est quel que soit epsilon. Donc je peux choisir celui-là. Et de même, il existe delta 2, tel que quel que soit sigma p appartenant à l'ensemble des subdivisions delta de phi, SG sigma p moins l'intégrale de AB de G est en valeur absolue plus petit que epsilon sur 2 mu. Alors qui va être le sigma p qui est là? Mais il faut que ce sigma p là vérifie à la fois ça et ça. Donc elle doit être à la fois delta infine et delta de fine. Bilan, je vais prendre delta égale min de delta 1 delta 2 point, et j'ai quel que soit sigma p appartenant à delta fine, remettre. J'ai ça. Donc là, c'est plus petit que epsilon, alors valeur absolue de lambda sur 2 valeurs absolues de lambda, plus epsilon, valeur absolue nu sur 2 valeurs absolues de mu, est égal à epsilon. Alors ici, car sigma est delta infine, ici, sigma p est delta de fine. Voilà, voilà une jolie démonstration. C'est fini. D'accord, j'ai bien que j'ai tout. J'ai que f, lambda f plus mu g est intégrable, et l'intégrale de lambda f plus mu g égale lambda l'intégrale de f plus mu l'intégrale de g, parce que le calcul est là. Ok? Donc je vais écrire ma conclusion. D'accord? C'est ça que je voulais démontrer. Donc ça montre bien que la fonction intégration est linéaire. D'accord? Puisqu'elle a transformé en combinaison linéaire. Ok? Alors la positivité. Positivité. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va regarder? On va voir que comme f est positive, toutes les sommes de Riemann sont toujours positives. Alors pourquoi est-ce que la limite va être positive? Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Toutes les sommes de Riemann sont positives, pourquoi est-ce que la limite est positive? Vous avez deux options. Soit vous faites un raisonnement par l'absurde, enfin j'ai l'impression que c'est ce qui est le plus facile là. On peut sûrement faire avec une borne inf aussi. Ou une borne tube, c'est pas encore le problème. Mais en tout cas, par à l'absurde, si l'intégrale était strictement négative, alors on prendrait epsilon égale à moins la valeur absolue bidule, et on aurait une somme de Riemann qui serait... par exemple, si l'intégrale était négative, elle est moins 1, ben ça veut dire qu'on serait capable de prendre une somme de Riemann qui serait à côté de ce moins 1 à epsilon qu'on veut, donc je vais prendre epsilon égale moins 1 sur 2, donc moins 1,5. Donc je serais capable d'avoir une somme de Riemann qui serait égale à moins 1,5, ce qui n'est pas possible parce que la fonction est positive. Ok, donc on va le faire comme ça, positivité. Si l'intégrale de AB de f est strictement négative. Donc je vais prendre epsilon égale l'intégrale moins l'intégrale de AB de f sur 2. D'accord? Donc il existe delta. Il existe delta, une jauge, telle que, quel que soit sigma p delta fine, on a l'intégrale de A, de la somme de Riemann de f sigma p moins i, l'intégrale de AB de f qui est plus petite qu'epsilon. Donc ça veut dire quoi? Ben ça veut dire que la somme de Riemann de f sigma p est plus petite que epsilon plus l'intégrale de AB de f.
Ok? Alors attention, l'intégrale de AB de f est un nombre négatif et epsilon est égal à 1,5. Donc ça me donne moins 1,5 plus 1 pour l'intégrale de AB de f, ce qui donne donc 1,5 de l'intégrale de AB de f, qui est un nombre négatif, strictement. Ok? Et donc j'ai f, donc j'ai S, f sigma p qui est négatif, et ça c'est faux. On avait vu hier que si f est une fonction positive, sa somme de, quelle que soit la subdivision, la somme de Riemann sera toujours positive. C'est un calcul de, c'est une addition de nombres positifs, il n'y a pas de souci. Donc c'est l'absurde, donc ça veut dire que l'intégrale de AB de f est positive. Ok? Alors la croissance c'est facile puisqu'on utilise la linéarité. Donc la croissance c'est facile, on utilise la linéarité. Donc c'est comme hier. L'intégrale, donc j'ai quoi? J'ai f moins g qui est positif, donc l'intégrale de AB de f moins g qui est positif, c'est-à-dire par linéarité l'intégrale de AB de f qui est supérieure à l'intégrale de AB de g. Linéarité. Ok? Alors la majoration valeur absolue, si f est continue par morceau, ben, sa valeur absolue est continue par morceau. Je ne vais pas démontrer, d'ailleurs je crois que je ne vais pas le démontrer. C'est facile, hein, par composition, j'ai envie de dire. Donc, si f est une fonction continue par morceau sur AB, la valeur absolue aussi. D'accord, il suffit de faire la subdivision, de prendre les valeurs absolues. Sur chaque subdivision, f est continue. Donc sa valeur absolue par composition de deux fonctions continues est continue. D'accord? Et donc on obtient sur chaque subdivision la valeur absolue de f qui est continue. Donc f est continue par morceau. Ça marche? Donc rond f continue par composition sur chaque xi moins 1 xi avec prolongement. Plus prolongement. Vous vous rappelez? Bon, j'en raconte pas plus, c'est écrit tout petit, c'est pas très malin, mais c'est comme ça. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un théorème qui est. Normalement, là, vous devriez poser la question, mais pourquoi vous faites si f est continu par morceau, alors valeur absolue continue par morceau et ce résultat? Pourquoi vous ne faites pas si f est intégrale, alors valeur absolue de l'intégrale de f est plus petite que l'intégrale de la valeur absolue de f? Et bien parce qu'en fait, c'est pas vrai. En fait, si f est intégrable, vous n'êtes pas du tout sûr que valeur absolue de f soit intégrable. D'ailleurs, il y a plein d'exemples pour lesquels c'est pas vrai. Ok, donc bon, alors à la limite, c'est pas grave, ça veut dire qu'on a un plus l'infini ici. Bon, c'est pas gênant. Ok, mais vous avez un souci. Alors que les continues par morceaux, elles passent l'obstacle de quand on prend la valeur absolue, on reste intégrable. Ok, donc on est dans un petit souci là. Ah bah c'est écrit en dessous. Voilà. Bon, tout est écrit là. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ça? Eh bien, comment est-ce qu'on peut démontrer ce résultat-là? Eh bien, on peut dire que valeur absolue de f moins f est positif. Voilà. Voilà, c'est réglé. Valeur absolue de f moins f est positif, c'est vrai ça? Oui. Soit c'est égal et ça fait 0, soit c'est opposé. À ce moment-là, ça veut dire que f était négatif, et donc on est en train d'additionner, ça vaut deux valeurs absolues. Dans ce truc-là, en fait, c'est égal à 0 si f, alors f de, en t, si f de t est positif, et c'est égal à moins 2 f de t si f de t est négatif. D'accord? Donc c'est bien. Donc, valeur absolue de f moins f est positif. Donc après j'utilise tout ça là. Ah bah j'aurais pu directement dire valeur absolue de f est plus grande que f. Ce qui donne l'intégrale de AB de valeur absolue de f est plus grande que l'intégrale de AB de f. D'accord? Maintenant je vais prendre la valeur absolue de tout ça, j'ai deux nombres. Donc j'ai valeur absolue de l'intégrale de AB de valeur absolue de f est plus grande que la valeur absolue de AB de f. Et dernière chose, ici en fait, je suis en train de prendre la valeur absolue d'un nombre positif. D'accord? Or, ce nombre-là, à l'intérieur, il est positif puisque je suis en train d'intégrer quelque chose de positif.
et qu'on a vu que si quelque chose était positif, son intégrale était positive, c'est écrit là. Donc ce truc-là est positif. Donc la valeur absolue de l'intégrale de la valeur absolue, c'est la même chose que l'intégrale de la valeur absolue. Donc, l'intégrale de la valeur absolue de l'intégrale de f, c'est la même chose que l'intégrale de la valeur absolue de f. Voilà. Et donc, on a en fait, mais là on n'utilise pas du tout la quantité par morceau, on utilise juste le fait que la fonction soit intégrable. Donc on n'a pas que c'est forcément intégrable, mais on utilise ça, donc c'est pour ça qu'il est écrit. Mais si on sait que les deux sont intégrables, alors on a sans problème de résultat qui est là. Donc c'est bon, j'ai tout démontré. Ouf. Je vais pas tout démontrer. Alors, du bleu, c'est rigolo. Je ne vais pas corriger. Alors, hop. Donc demain, on fait convergence uniforme, top fondamentaux. Alors, c'est pas demain, c'est mardi prochain. Ça va être joli. D'accord, c'est un cours joli. Donc en fait, on fait dans la convergence uniforme, c'est-à-dire mais toute fonction continue est une limite uniforme de fonction d'escalier, toute fonction d'escalier. Donc on démontre que les fonctions d'escalier sont intégrales, on n'a pas encore fait ça, avec la valeur de l'intégrale égale à ce qu'on s'y attend. Après on fait par convergence uniforme, toutes les fonctions limites uniformes d'escalier sont intégrales, donc toutes les fonctions continues, tout le monde. Okay. Et après, théorème fondamentaux, c'est le théorème de Newton-Leibniz. C'est-à-dire, en fait, et si f a une primitive, si f est dérivable, alors j'ai une jauge devant moi qui dit prends-moi, je vais faire des calculs pour toi, et on le reprend, c'est une sirène, et on trouve le résultat. D'accord? Et on est bloqué pour 10 ans. Alors, je vous rends vos copies. Oui? L'avant-dernière ligne à l'avant-dernière ligne. De là à là? De là à là. Si A... Non, en fait, je suis obligé de... Qu'est-ce que j'ai raconté là? Qu'est-ce que j'ai raconté? Bon, je crois que je me suis planté. Alors comment est-ce qu'on va solutionner ça? Attends. Oui. Oui, on va faire un truc comme ça. Donc. Alors, on a ce résultat-là. Et on a aussi le résultat que la valeur absolue de f est plus grande que moins f. Ça doit être bon ça, je pense. La valeur absolue de f est plus grande que moins f pour la même raison, pour le même et de même. Parce qu'il suffit de dire en fait valeur absolue de f c'est valeur absolue de moins f. Okay. Donc ça nous donne que l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f est plus grande que moins l'intégrale de a à b de f. Et dernière chose, celui-ci là, c'est donc en fait je gagne, je n'ai même plus celle-ci. Celui-ci, c'est le max de la valeur absolue de AB de f et de moins la valeur absolue de AB de f. Et toutes les deux elles sont plus petites que l'intégrale de la valeur absolue. Merci Baptiste. C'est horrible ce que j'ai écrit. Bon, ça c'est pas faux. Ça c'est pas horrible. Hein. Ce qui est horrible, c'était ce que j'ai effacé. Ce que je parle là, c'est inutile. Je suis désolé de vous rendre ça que maintenant. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce devoir?
Bon, le premier exercice n'était pas facile, enfin les trois premières questions étaient assez faciles, ça permettait de contrôler si vous arrivez à intégrer assez rapidement des trucs nouveaux. Bon, ça c'est plutôt bien passé, ces trois questions. Après, pouf, d'un coup, ça devient difficile. La formule de Cauchy, là, je ne sais pas encore moi qui a réussi à démontrer ça. Aussi parce qu'il y avait autre chose à faire, quoi, je pense. C'est-à-dire, s'il y avait que ça à faire, il y en a peut-être qui, en passant plus de temps, l'auraient fait. Hein. Ok, donc je pense que vous avez peut-être passé 3 minutes, c'est trop compliqué, je passe après. Donc bon, en tout cas, c'est à peu près l'exercice sur le dénombrement, vu comment il était, ça s'est passé à peu près comme je l'avais imaginé. Sur le calcul matriciel derrière, si vous vous rappelez, en fait, on étudiait des espaces vectoriels et il fallait voir dans quelles conditions. On étudiait certains espaces vectoriels qui en fait étaient des sous-algèbres, c'est-à-dire qu'ils étaient aussi stables par multiplication. Bon, alors là, il y en a qui font des trucs vraiment bien. Il y a quelques copies qui sont quand même pas très bonnes. Et il faut travailler ça parce que je crois pas qu'il était difficile, le sujet. Et c'est vraiment de la base de l'algèbre de prétendant en fait. D'accord. Autant le premier exercice, à la limite, si vous trouvez ça trop dur, c'est pas grave, ne vous passez pas tout l'été, on va éviter ça. Autant le problème, lui, c'est vraiment, rien ne doit vous échapper sur ce problème-là. Ok, donc, alors, c'est un sujet, je ne sais plus, je vous avais mis, je crois qu'il est issu d'un concours, enfin, en PC. Donc ça peut être classique. Alors, nous, ça ne sera pas le cas, pour nous, ça sera un sujet type CCP, en NP, par exemple. Mais avec un an de plus de manipulation d'algèbre, il y en a ceux qui ont collé avec M. Perron, il a dit plusieurs fois aux élèves, il faudra absolument maîtriser ça, mais ne vous inquiétez pas, vous allez en bouffer suffisamment pour bien maîtriser. Et c'est vrai. Là, ceux qui n'ont pas réussi, on peut penser qu'à force d'en faire, ça va rentrer quand même. Mais ça serait bien que ça rentre assez vite quand même. Ce serait, voilà, plutôt qu'attendre le mois de mars de l'année prochaine. Ok. Voilà, donc reprenez, si ça n'a pas été, reprenez le devoir. Il n'y a rien qui est difficile. Il y a des fois des choses qui sont plus subtiles, mais il n'y a rien qui est difficile dans le problème, à l'heure de l'exercice. Ok. Bon, et donc, je sais pas, les notes, il y a plusieurs cas quand même. Hein. 4, entre 4 et 4,5, il y a 4 élèves quand même. Donc, attention, ça va jusqu'à 19. Maïlis. Maxence. Est-ce que vous avez des questions pour... sinon, en attendant, je peux vous répondre en parlant sur l'ascension, là. Donc, reposez-vous, et puis en même temps, Achille, il est où? Par là, en général. Et en même temps, vous avez ces deux DS. Hein. Si jamais, en cours de semaine prochaine, on apprend que finalement, il n'y a pas de distanciel, pour des raisons de... Comme on sort quand même du confinement de manière générale en France, la semaine d'après, de toute façon là, le DS, je ne le ferai pas le vendredi, mais plutôt en début de semaine d'après. D'accord? Et ça, on le saura que 2 jours avant, peut-être. Hein. Ok, donc préparez-vous à quand même à ce qu'il soit là. Mais si jamais... voilà. Ok, ça vous donnera un week-end de plus si vous voulez pour le travailler, si l'occasion se présente. Théo? Go. Alors, Noé. Léo. L'autre. L'autre Léo. Ça s'appelle marsupilami ou je sais pas quoi. Léo. Baptiste. Théo. Pierre. Jérémy.
L'autre. Grégoire. Tom. Gaëtan. Mohamed. David. Lisa. Marie. Laurent. Ivan. Emeline. Jade. Lucie. Émilie. Alexis. Melchior. Axel. Et Adam. Voilà. Bon, je vois. Vous avez des infos, c'est ça, donc vous avez. Voilà. On va avoir 2 minutes, hein.